Merci beaucoup, Madame Bouacha. Merci aux organisateurs de m'avoir convié pour parler de l'induction de tolérance alimentaire. Donc on va parler un peu d'allergologie essentiellement avec les pneumologues maintenant. Quels aliments et comment? Je ne sais pas si je vais pouvoir vous donner, je ne sais pas si ceux qui m'ont donné cet exposé à faire voulaient que j'en donne des recettes. On verra. Ah. Non. On verra si je peux le faire ou pas. Alors, en fait, l'allergie alimentaire est fréquente essentiellement dans les pays industrialisés. Nous l'avons certes en Tunisie, mais à des fréquences nettement moindres. Et essentiellement, elle est beaucoup moins grave. Elle se voit à tout âge, mais elle est très fréquente chez l'enfant, avec une prévalence de 7 à 8%. 2,4% des enfants souffrant d'allergies alimentaires ont des allergies alimentaires multiples et 3% présentent des réactions sévères. En France, c'est la cause principale d'anaphylaxie et cette anaphylaxie a augmenté de 28% si on regarde les années de 2001 à 2006. Donc c'est pour vous dire que c'est une maladie qui est en augmentation, surtout dans les pays développés. Donc l'éviction de l'allergène était la seule approche préventive qui est massivement possible. Mais cependant, elle est très contraignante, que ce soit pour l'enfant ou sa famille, à l'école, à la maison. Et si on lui faisait goûter, ça ne fera jamais de mal. Voilà les termes qu'on utilise beaucoup. Miskin, mahroum. Excusez-moi si je parle un terme en arabe pour dire le pauvre. Il faut bien qu'il goûte un jour un tout petit peu. On ne va pas le frustrer. Donc l'éviction ne met pas à l'abri d'accidents graves qui justement sont vite très arrivés. Elle peut aussi aggraver l'allergie et elle impacte très fort la qualité de vie de l'enfant et de sa famille. Et elle peut conduire à des carences alimentaires quand il y a un excès dans sa prescription. En effet, quand on a fait de l'éviction stricte, on a constaté surtout quand cette éviction stricte était prescrite pour des symptômes mineurs, ça a entraîné des accidents graves. De même qu'en 2007, Morisset et collaborateurs a montré que quand on faisait l'induction de tolérance alimentaire, on avait moins d'aggravation de la sensibilisation que quand on restait dans l'éviction stricte. Donc, ce qui fait que ces 10 dernières années, on a parlé de plus en plus d'induction de tolérance et cela constitue des espoirs thérapeutiques. Les premiers allergènes concernés sont le lait, l'œuf. On comprend bien, puisque c'est des aliments ubiquitaires qui existent dans toute l'alimentation habituelle de l'enfant. Puis l'arachide, parce qu'il est considéré comme je mettrai entre guillemets, comme une allergie définitive et potentiellement grave. La désensibilisation ou accoutumance ou induction de tolérance ou immunothérapie allergénique entraîne une augmentation du seuil réactogène. Elle met donc le patient à l'abri d'une réaction provoquée par de faibles doses d'allergènes, les traces d'allergènes. Il faudra pour cela consommer l'aliment, la dose qu'on lui a donnée, qu'on a acceptée régulièrement tous les jours. Et cela permet d'augmenter le seuil de réactivité. La tolérance, par contre, c'est la guérison. C'est l'absence définitive de réaction à l'allergène, indépendamment de sa consommation. Qu'il ne le consomme ou pas, c'est pareil. Et donc là, l'enfant est à l'abri définitivement d'une réaction grave et mortelle. Différentes voies d'immunothérapie ont été étudiées. L'immunothérapie orale, sublinguale, épikutanée, on en parle actuellement, et l'immunothérapie orale qui semble la plus prometteuse concernant l'induction de tolérance. Alors justement, on commence par l'identification de l'allergène.
comment on va l'identifier. Le test de provocation orale constitue le gold standard sur lequel on se base pour dire voilà, cet allergène-là est coupable. Mais est-ce que c'est toujours vrai? En effet, quand on a une histoire qui est très parlante, surtout quand elle est hygiémédique, c'est-à-dire on a une réaction immédiate dans les 30 minutes qui suivent l'ingestion de l'aliment, à type d'œdème, à type de vomissement, douleur abdominale. Donc, ils apparaissent très très rapidement, le diagnostic est très probable. À ce moment-là, on peut se permettre d'aller vers le régime d'exclusion. Mais on peut pratiquer également les prix de tête, les IgE spécifiques, et actuellement, on parle aussi des recombinants. Alors justement, on sait que les valeurs d'IgE spécifiques, quand elles sont augmentées, la papule du test cutané, quand elle est entre 5 et 7, ça veut dire qu'il y a une très probable allergie. De même que les recombinants qui peuvent dire, voilà, c'est probablement cet allergène-là qui est responsable. Donc en combinant les deux, on a pratiquement la certitude. Par exemple, là pour l'arachide, les tests cutanés supérieurs à 16 mm, les IgE spécifiques supérieurs à 57, eh ben, un TPO, ce n'est pas nécessaire du tout, parce qu'il va être positif à 100%. Alors, quand est-ce qu'on va faire un TPO, alors, le test de provocation orale? Eh bien, on n'a pas que, sur le plan clinique, que des manifestations IgE-médiées. Il y a également des formes retardées. Et là, on est obligé, pour mettre en évidence qu'il s'agit bien d'une allergie, il faut bien faire le test de provocation orale. Le test de provocation orale, on va également le faire pour voir est-ce que l'enfant a acquis spontanément sa tolérance, ou bien il va être réactif à quelques petites doses, et celle-ci, on va l'utiliser pour faire notre immunothérapie. Donc, certains allergènes, effectivement, vont aboutir à une tolérance spontanée, telle que le lait de vache, l'œuf, la tolérance en chiffres. 50% à l'âge de 1 an vont acquérir une tolérance pour ces aliments-là et plus de 75% avant l'âge de 3 ans. Plus de 90% à l'âge de 6 ans. Mais à partir de 3 ans, on commence à craindre que notre allergie va devenir définitive. Comment on va prédire cette tolérance? Bien sûr par la baisse des IgE spécifiques. Les principes de l'immunothérapie, c'est de donner de très faibles doses d'allergènes qui sont administrées péros et augmentées progressivement pour induire une désensibilisation, à savoir l'augmentation du seuil réactogène ou une tolérance, à savoir la guérison. Par analogie avec ce qui se passe pour l'immunothérapie aux pneumallergènes en sublingual. Actuellement, on parle d'épée cutanée et aussi de sublingual qui est suivi d'immunothérapie orale. Alors, quelles sont les indications de l'ITA allergénique aux trophallergènes? C'est des enfants qui ont atteint l'âge de 3 ans, c'est-à-dire qu'on n'explique plus qu'ils deviennent tolérants pour des allergènes qui sont de consommation ubiquitaire courante. Donc on voudrait les faire profiter de ces aliments et de ne pas les extraire parce que c'est courant, c'est tous les jours, c'est notre vie quotidienne. Ou bien un niveau de sensibilisation papule et IgE spécifique très élevé. Ceux-là, on peut leur proposer l'immunothérapie. Les patients qui sont à haut risque allergique, comme pour l'arachide ou la noisette, dont le taux de guérison spontanée est faible, et des patients et des familles motivées, bien entendu, parce que l'aliment va être consommé tous les jours. Et des fois, c'est pas évident ni pour la maman, ni pour l'enfant qui en a marre et qui n'en veut pas. Alors, la conduite de l'immunothérapie allergénique ou induction de tolérance, dans l'immunothérapie orale, au lait, à l'œuf, les protocoles diffèrent selon les équipes et les allergènes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je commence par vous dire ça, il n'y a pas de recette. Il y a des protocoles selon les services et les habitudes de chacun. Donc un TPO permet de déterminer le seuil de réactivité à l'allergène et on pourra ainsi, par exemple, prendre le 1/10 de cette dose réactogène pour commencer notre immunothérapie.
Donc il y a toujours 2 temps, il y a une phase de montée de dose. Alors également, il n'y a pas de recette. On peut aller plus longtemps, on peut beaucoup diluer avant d'arriver au lait pur par exemple. On peut utiliser quelques semaines, on peut utiliser quelques mois. Et puis après, on va maintenir une dose sur laquelle on va la garder pendant, à prendre tous les jours. La phase d'induction peut se faire, comme je vous ai dit, donc il n'y a pas de recette. Il faut simplement savoir éduquer concernant l'accident allergique. Cela est indispensable. Et dire que les prises quotidiennes de l'aliment doivent être quotidiennes. Donc on doit avoir la famille de notre côté. Pour l'immunothérapie par voie sublinguale, la goutte de lait, par exemple, elle est mise sous la langue, maintenue 2 minutes, puis avalée ou recrachée. Donc plusieurs études concernant la voie sublinguale ont été faites. Et puis plus récemment, l'épicutané, où on met sur un patch sur le dos qui va être gardé plusieurs semaines, 3 mois par exemple, et puis après on va essayer de voir est-ce que l'enfant peut tolérer des doses par la voie orale. Donc les études contre placebo montrent, quel que soit l'allergène, une très bonne efficacité de la méthode, mais parfois au prix d'effets secondaires potentiellement graves. Donc moi, les études, il y en a, surtout dans la littérature francophone, mais également les Anglais en parlent, les anglophones en parlent, et tout le monde s'accorde à ce qu'il y a une efficacité. Donc l'efficacité est certes variable, quelle que soit la méthode utilisée, qu'il s'agisse, par exemple là concernant le lait de vache, qu'il s'agisse de lait de vache frais ou bien de lait cuit. Encore des études que je vais vous résumer, parce que vous voyez là l'efficacité peut atteindre 90%, 81%. Je vais les résumer en vous disant que finalement, quelle que soit la méthode utilisée, on a une efficacité concernant l'induction de tolérance qui est acceptable pour 36 à 100% des candidats, des enfants. La probabilité de tolérer au moins 150 millilitres de lait, donc vous voyez, de vache à consommer produits laitiers, est 10 fois plus grande chez les enfants chez qui on a essayé de faire l'induction que quand on les laissait sous un régime strict et en se disant que peut-être un jour ils vont être tolérants. De même que si on reste modeste en se disant que même 5 à 150 millilitres, c'est acceptable. Et puis, on prend même cela. Et donc, on a des taux d'induction de tolérance et de tolérance de petites quantités qui sont intéressantes pour la qualité de vie. Mais on n'est pas à l'abri de certains accidents qui peuvent être légers, comme un prurite des lèvres, une urticaire, qui peuvent être modérés, tels qu'une urticaire généralisée, des symptômes gastro-intestinaux ou sévères, tels que le laryngospasme, l'hypotension et les tas de choses. Et en fait, on sait actuellement que les réactions sévères se voient surtout lors des premières inductions de tolérance, se voient à l'hôpital. Et généralement, avec le temps, elles diminuent et on arrive souvent à les gérer. Cela pour vous dire qu'on devrait relativiser. Si on ne relativise pas, on arrêtera. On a la trouille et on arrêtera. Donc il faudra savoir moduler, peser et décider toujours avec la famille si on doit continuer ou pas. Alors les enfants justement qui ont dû être arrêtés, ils sont de 12 à 20%, on sait qu'ils avaient déjà des stigmates aux IgE spécifiques, au lait de vache, tels que la caséine, qui reste élevé, et pour l'œuf, l'ovomucoïde qui reste élevé. Alors, il y a des moyens pour améliorer cette tolérance.
ce sont l'utilisation d'omalizumab. L'utilisation des anti-IgE ont été testées sur nos enfants allergiques sévères au lait et le traitement a permis de les rendre tolérants à des doses de 220 ml de lait, avec des effets indésirables certes constatés mais qui restent légers. Un autre moyen pour induire une tolérance, c'est le lait de vache cuit. Une induction de tolérance au lait cru peut venir après avoir toléré le lait cuit. Et justement, le lait cuit est toléré chez pas mal d'enfants qui ont une allergie aux protéines des laits de vache parce qu'on détruit les épitopes. Mais le lait cuit, ça ne veut pas dire lait bouilli. Ça veut dire que le lait a été mis dans un four pendant 30 minutes à 180 degrés. Et les études, il y en a, et celle-ci que je vous rapporte, concernant 88 enfants allergiques au lait âgés de 6 mois à 21 ans, 75% de ces enfants sont devenus tolérants au lait cru. Donc 60% des enfants qui toléraient le lait cuit sont devenus secondairement tolérants au lait cru, versus 22% dans le groupe témoin. Pour la voie sublinguale, elle pourrait également faciliter l'induction de tolérance orale. Donc c'est notre moyen pour arriver à les faire tolérer un certain nombre de millilitres de lait. Une série de 8 patients mis sous immunothérapie par voie sublinguale en augmentation progressive de 0,1 ml de lait demi écrémé sur 6 mois a fait que 3 de ces patients, donc la moitié, tolèrent 200 ml et le régime a pu être normalisé chez la moitié d'entre eux secondairement. Chez 30 enfants âgés de 6 à 17 ans mis sous une désensibilisation sublinguale seule, soit sous DS sublinguale puis ITO, et les résultats montrent que quand on fait la sublinguale puis l'ITO, on est plus efficace que quand on fait la sublinguale seule. De même que la voie sous-cutanée, on a vu que quand elle a été utilisée sur 3 mois, le test de provocation au lait de vache effectué 3 mois plus tard montre une augmentation en moyenne 12 fois supérieure du seuil de réactivité. Et il y a eu également des effets indésirables, mais généralement, ils sont localisés. Vous voyez, c'est un eczéma seulement. Pour ce qui est de l'œuf, on a des résultats comparables d'efficacité et la littérature abonde. Et donc, vous voyez, on peut avoir des chiffres d'efficacité qui sont aux alentours de 75-100% en fonction des études et quel que soit l'œuf utilisé, qu'il soit jaune, qu'il soit blanc, qu'il soit l'œuf entier, et les résultats sont concordants pour dire qu'on a de l'amélioration. Donc pour l'œuf, depuis 2003, plusieurs publications ont concerné des essais cliniques d'immunothérapie orale et ont pour but d'induire une tolérance de l'œuf chez des enfants dont l'allergie persistait. Et on a utilisé la poudre de l'œuf ou blanc d'œuf lipophilizé, l'œuf entier cru, l'œuf dur, et les protocoles sont variables comme je vous ai dit, et le taux de réussite est aux alentours de 36 à 92%. Des effets indésirables, j'en ai parlé dès le départ, des légers, modérés, des sévères. Ça peut se voir et il faudra savoir les maîtriser. Dans cette étude-là, 61% des enfants réactifs à l'œuf cru deviennent tolérants en 25 mois grâce à la prise quotidienne de l'œuf cuit dans les muffins. Donc vous voyez que comme pour le lait de vache, le fait de cuire l'œuf et de détruire les épitopes fait qu'on peut secondairement induire la tolérance à l'œuf cru. Et comme pour le lait, il y a certains IgE spécifiques, notamment l'ovomucoïde,
qui résiste à la chaleur et qui vous dit que probablement votre enfant va rester définitivement allergique à l'œuf. Donc ça c'est des petites plaques pour vous donner des recettes, et c'est Fatma Tritre qui me les a prêtées. C'est pour vous donner, parce que je me suis dit je ne vais pas les laisser sur leur faim à la fin. Et donc voilà des exemples. Mais je vous dis, chacun peut avoir ses petites recettes au niveau de son hôpital et travailler. De toute manière, c'est les principes qui sont les plus importants. Donc vous voyez que là, par exemple, il y a la première étape où on commence par de l'œuf cuit. Puis on va introduire un œuf qui est demi-cuit, l'œuf dur. Et puis par la suite, on va pouvoir utiliser les laits de moins en moins cuits jusqu'à arriver à la sauce de mayonnaise qui est complètement crue. Là, c'est pour le lait de vache. Donc, vous voyez que ça, c'est un schéma où on a quand même une allergie sévère. Parce qu'on commence avec des dilutions très importantes, aux 1 centième. Et on augmente, c'est les augmentations de 30 minutes. On a tendance à augmenter toutes les 30 minutes. Et puis, après, on fera le 1 dixième pour aller sur le lait pur. Bien sûr, on a des formes en Tunisie, beaucoup moins sévères. Et on peut aller plus rapidement. 1 millilitre, 30 minutes, 2 millilitres, 3 millilitres, toutes les 30 minutes, et on va plus vite que des fois dans les formes sévères. On a moins de formes sévères. Alors là, c'est pour également le lait cuit. Il y a une échelle pour dire combien ça correspond. Par exemple, là, c'est des biscuits qu'on n'a pas, mais nous, on a le biscuit Saïda où à peu près c'est 1 millilitre de lait par portion. Là, c'est l'échelle de lait. Donc, pour faire la correspondance. Et donc, vous voyez que si votre enfant tolère à peu près dans les bancards 100 millilitres, ça correspond à quoi pour lui? Donc, il pourra le prendre sous forme de lait, il pourra le prendre sous forme d'autres aliments correspondants. Donc, pour conclure, l'allergie alimentaire est fréquente, comme je vous l'ai dit, essentiellement dans les pays développés. Nous, on commence à la voir, on commence à avoir quelques souffrances. Donc, il faudra peut-être philosopher, lire ce qui a été les expériences européennes et essayer de faire en sorte qu'on puisse en avoir le moins possible. Je vous ai parlé de l'œuf et du lait de vache parce que c'est cela qui nous concerne le plus. L'arachide, nous, on n'en a pas. Et donc, ça ne servait à rien de vous dire voilà comment on va pouvoir manger une cacahuète. Et pourquoi on n'en a pas? C'est parce que c'est libre. La cacahuète, elle est librement consommée par les enfants. Et donc, il n'y a pas d'allergie sévère à la cacahuète. Et donc, vous voyez que la prévention pourra venir de tout cela. Donc, ces dernières années, on a bénéficié dans les expériences mondiales de l'immunothérapie. C'est bien d'y réfléchir et de prendre en charge nos enfants. En fait, je voulais aussi vous dire qu'il n'y a pas de recette. Vous avez vu que dans les études, quel que soit ce qu'on a utilisé, c'était bon. On arrivait à les faire accepter quelques centaines à 200 millilitres de lait et c'est pas plus mauvais pour la qualité de vie de ces enfants. Il y a les principes qu'il faut respecter, jamais banaliser, les prendre en hospitalisation, préparer toujours son adrénaline avant de commencer et adapter en fonction de l'enfant s'il est sévère ou pas. La première fois, ça peut échouer et 6 mois après, on recommencera en prenant les précautions qui s'imposent. Et puis aussi, ne pas oublier de se fixer des objectifs avec la famille. Et je vous relaterai l'histoire d'un petit gamin de 6 ans qui, à la fin, à chaque fois, je lui refaisais l'induction de tolérance au lait de vache. Et à la fin, comme il faisait des accidents graves, et il avait la sensation de mort imminente sur des états de choc, ou pratiquement, il me dit « je n'aime pas le lait ». Alors évidemment, en plus il tolère le lait cuit,
et sa qualité de vie, elle est excellente. Et donc, c'est à se poser des tas de questions. Et puis, je terminerai par l'étudiant en médecine qui me dit, moi, j'ai jamais goûté le lait, parce que j'ai fait un cours sur l'alimentation. Il vient me dire, moi, j'ai jamais goûté le lait. Je dis, tiens, mais bon, on va faire des IGE spécifiques, viens me voir. Et il vient, et il est courageux, on prend tout ce qui est nécessaire, on me voit d'abord, l'adrénaline est prête, et on y va. Et puis il tolère jusqu'à 250 millilitres, il est tout heureux. Je lui dis, consomme tous les jours tu consommes. Et puis, une semaine après, alors qu'il écrivait sur Facebook, je suis heureux, j'ai toléré, et un jour, il m'appelle, il me dit, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales. Alors je lui dis, oh là là, douleur abdominale, est-ce qu'il ne passe pas pour une forme non hygiénique? Il y a des formes de passage, ou bien c'est des manifestations mineures. Bon, je lui dis, allez, on accepte ça, on va voir. Jusqu'au jour où il m'appelle, il me dit, moi je veux dormir. J'ai pris du lait de vache, et puis j'ai envie de dormir. Je dis, non, ça va. Tu veux dormir? C'est pas possible. Il est en train de nous faire un état de choc. Et du coup, donc on arrête. Et puis après, avec les lectures que j'ai aujourd'hui, toi aussi tu l'as vu, ce garçon, et qui est la dernière chose pour vous dire que ce garçon, qu'est-ce qu'il dit? Je suis heureux d'avoir goûté le croissant. Voilà, merci.